J'arrive pas à très bien gérer mon stress. Parfois j'ai certaines douleurs, surtout dans le dos. Des acouphènes. Un jour sans angoisse, je connais pas. La dépression pour moi c'était vraiment de tomber dans le désespoir. C'est une maladie terrible. Terrible. J'étais bien avec mon mari, c'était ma raison de vivre, très dur. Je crois que c'est la chose la plus dure que j'ai eu à vivre dans ma vie. Bonjour et bienvenue dans Écho de vie, le podcast qui relie le corps et l'esprit. Notre rendez-vous dédié à l'authenticité et à la vérité. Un vendredi sur deux, nous explorerons les expériences humaines dans leur forme la plus pure et simple. Je suis Nathalie Monvoisin-Manant, coach professionnelle, thérapeute en MBCT, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, et conseillère en nutrition santé. Notre approche est directe. Ici, pas de montage compliqué ou d'histoire fabriquée. Nous mettons de côté les artifices pour nous concentrer sur ce qui est réel et brut, en partageant simplement les vérités de la vie de nos intervenants. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'écouter Chantal, une femme inspirante, symbole de résilience et de force. Il y a 2 ans, Chantal a vécu une épreuve difficile, la perte de son mari après une longue maladie. Cet événement a été un point de bascule, l'amenant à affronter le changement, la solitude et à remettre en question son chemin de vie. Dans sa recherche d'apaisement et de sens, Chantal a entrepris un voyage thérapeutique avec moi. Ensemble, nous avons navigué à travers ses émotions, lui permettant de les accueillir avec compassion et d'affronter la réalité avec une nouvelle sérénité. Aujourd'hui, Chantal est ici, avec nous, pour témoigner de sa capacité à surmonter l'adversité et à adopter une nouvelle vision de la vie. Son histoire est un témoignage poignant de l'importance de l'authenticité et de la force intérieure. Alors, asseyez-vous, écoutez et laissez-vous toucher par le témoignage de Chantal. Elle partage avec nous sans artifice son parcours de souffrance, de courage et surtout d'espoir. Voici Chantal, une voix authentique et puissante, un écho de vie qui résonne avec vérité et réalité. Bonjour Chantal. Bonjour. C'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui et nous vous remercions sincèrement d'accepter de partager avec nous. Votre parcours à travers le deuil est une histoire d'une profondeur et d'une résilience remarquable. Comment avez-vous réagi à la nouvelle de la maladie de votre mari et quelle vie avez-vous eue avant ? Avant, c'était la belle vie. Et puis après, la maladie, voilà, je me suis bien douté que ça ne pouvait pas durer. Et on a beau se préparer, quand le drame arrive, c'est dur, très très dur. Surtout quand on a été vraiment bien avec son mari. Il y a des gens qui ne sont pas bien, mais moi j'étais bien avec mon mari, c'était ma raison de vivre, et puis voilà quoi. Donc c'est très 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 dur. Très dur. Je crois que c'est la chose la plus dure que j'ai eu à vivre dans ma vie. Et voilà. Et vous aviez donc une propriété avec Oui, une propriété avec des animaux, enfin tout ce que j'aimais quoi. Et comme je ne suis pas quelqu'un de tellement sociable, et voilà, ma vie c'était ça quoi. Ça me suffisait, moi, mes animaux, mon mari, ça me suffisait. Et voilà, d'un seul coup, j'ai perdu tout. Mon mari et la propriété. Donc, c'est pas facile. Et comment avez-vous réagi à la nouvelle de sa maladie ? Mal, évidemment. Hein. Mais bon, on ne sait pas, quand quelqu'un est malade, comment que ça va se passer. Hein. Il a été malade plusieurs fois dans sa vie, il a eu des cancers, donc ça s'est toujours bien passé. À un moment donné, je me suis dit, ça va peut-être passer aussi cette fois-ci, mais bon, il y avait l'âge. Hein. Bon, voilà, quand l'âge est là, on peut pas faire grand-chose. Hein. Mais voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, quoi, finalement. Même si on sent que ça va arriver, on ne sait pas. Alors on espère, on se dit, ça va durer, c'est pas possible. Et puis voilà, quoi. Puis, quand c'est fini, quoi. Et votre mari a été malade pendant quelques années ? Oui, enfin, il a eu 2 cancers, mais il s'était bien remis. Il n'est pas mort de ça, d'ailleurs. Hein. Après, il a eu la maladie de Parkinson, et c'est plus ça, quoi, qui a tout chamboulé. Et puis, pour finir, il est mort d'un arrêt cardiaque. Hein.
Mais bon, il avait un peu tout, quoi. Il avait du diabète, il avait... voilà. Et ça s'est dégradé très très vite. Voilà, il est, avant de partir à l'hôpital, il conduisait encore, ça allait à peu près, je pouvais discuter avec lui. Il est rentré à l'hôpital, il est sorti, c'était plus le même homme, c'était fini, fini, fini. Il pouvait plus conduire, il comprenait plus rien, voilà, c'était... Alors, je l'ai perdu 2 fois. Je l'ai perdu une fois, là, parce que c'était plus lui, quoi, du tout, du tout. Et ça a duré plus d'1 an, hein. Et je l'ai perdu complètement après, quoi, bien sûr. Mais les deux ont été durs, hein. Perdre la personne que vous connaissez, et qui change complètement, comme les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, hein, c'est pareil. Hein, Parkinson, c'est un peu ça, hein, c'est pas uniquement des tremblements, ça n'a rien à voir. Hein. Il avait des hallucinations, il avait des trucs, des fois il me reconnaissait plus, il disait des bêtises, mais incroyables, quoi. Hein. C'était plus lui du tout, du tout. Je l'avais déjà perdu 1 an avant, pratiquement. Mais comme physiquement il était là, voilà, je faisais avec, hein, bon. C'est ce que vous voulez faire. On n'a pas le choix, en plus. Et quels étaient les aspects les plus difficiles de la prise en charge de votre mari pendant sa maladie? Ah bah là, à la fin, c'était à la limite du supportable, à la fin. Hein. Parce qu'il ne dormait plus la nuit. Alors, il fallait que je me lève sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il descendait de son lit. Et comme il marchait très, très mal, avec Parkinson, il avait un déambulateur. Et j'avais toujours peur qu'il tombe. En plus, ça lui arrivait de tomber, mais moi j'étais toute seule pour le relever. C'est pas évident. Hein. Il fallait toujours appeler quelqu'un, là, il faut trouver des solutions et tout. Et à la fin, là, c'était, je sais pas, je me levais 25 fois dans la nuit. Et seulement la journée, moi, il fallait que je sois là aussi. Donc, j'en pouvais plus, là. À la fin, franchement, quand il a été hospitalisé, je me suis dit, bon, je vais respirer un peu, quoi. Mais je pensais le récupérer quand même. Je me dis, ils vont le remettre sur pied, ça va aller. Et voilà, il est resté là-bas. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, votre mari est parti il y a 2 ans? Il y a un peu plus de 2 ans, oui. Ouais. J'ai toujours pas fait le deuil. Enfin, ça vient tout doucement, mais je l'ai pas fait complètement, quoi. Et comment la perte de votre mari a-t-elle changé votre quotidien? En tout, parce que d'un seul coup, vous êtes seul, quoi. Et moi, je suis seule, j'ai pas de famille, donc je suis seule. Voilà, c'est ça qui est dur, je crois, aussi. C'est la solitude. Ça, c'est terrible. Quand on connaît pas, c'est terrible. Vous n'avez plus personne à qui parler, vous n'avez plus rien. Et puis, même si vous parlez à quelqu'un, vous parlez... Moi, je discute un quart d'heure avec ma voisine, mais c'est tout. Donc après, je rentre chez moi et c'est encore la solitude. On se parlait beaucoup avec mon mari. On était un couple, vraiment, on se parlait beaucoup. Il y a des gens qui ne se parlent plus au bout de 50 ans de mariage, mais nous, on se parlait beaucoup. Donc voilà, d'un seul coup, vous n'avez plus personne, à part le chat. Le chat, il ne vous répond pas. Voilà. Si, la solitude, c'est terrible. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc, voilà. Et pouvez-vous parler de moments ou d'événements qui ont été particulièrement difficiles à traverser? Depuis 2 ans? C'est au quotidien, c'est tous les jours, quoi. Vous vous levez le matin et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Enfin, ça ne me le fait plus maintenant. Hein. Mais longtemps, avant que je vienne vous voir, tous les matins, pratiquement, j'étais là, mais je dis, c'est pas possible, quoi. Vous vous levez en pleurant, vous vous couchez en pleurant, c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie. Vous êtes tout le temps dans ce truc. Vous n'avez plus envie de vivre, quoi, finalement. Vous vivez parce que vous êtes obligé, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais vous n'avez pas envie, c'est dur de commencer la journée, c'est dur de la finir, c'est dur tout le temps. Tout le temps. Et le déménagement dans un nouvel environnement, juste avant cette perte, la perte de votre mari... C'était en même temps. Hein. Ça a dû être un grand bouleversement. Ah oui, ça oui.
Ouais, ouais. Comment avez-vous vécu la perte donc, de vos animaux? Bah, ça c'était douloureux aussi, ça, franchement. Si, parce que Qu'est-ce qui était douloureux? bah, la perte de ma vie d'avant, quoi. Moi, je suis quelqu'un de très, très actif. J'avais beaucoup de travail. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis partie, parce que j'arrivais à un âge où je ne pouvais plus, quoi, bien sûr. Mais dans la tête, j'ai toujours envie. Donc, j'avais plein de travail, et donc ça me sortait de mon quotidien et tout ça. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée là, et j'avais plus rien à faire. Rien du tout. Alors là, non. Là, ça a été vraiment, franchement, ça a été très, très dur aussi, ça. C'est un ensemble, vous savez. Et puis, j'avais pas envie de partir de là-bas. Moi, je serais restée là-bas le restant de mes jours. J'avais vraiment pas envie de partir. Mais voilà, il fallait le faire, on l'a fait. Mais voilà. Bon, maintenant, ça va mieux, donc. Et comment avez-vous géré les moments de solitude et d'isolement, justement, après cette nouvelle vie? Ben, je les gérais pas. Je les gérais mal en pleurant. Voilà, on essaye de s'occuper comme on peut, mais bon. Non, c'est... Je sais pas, j'étais complètement perdue. Vous aviez plus envie de... Non, j'avais plus envie de grand-chose, non. J'ai quand même quelques animaux qui m'occupent un petit peu, quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec avant, quoi, bien sûr. Mais... Et comment vos relations avec les amis et la famille ont-elles évolué depuis la perte de votre mari? Bah, automatiquement, je les vois moins, puisque j'habite plus à côté. Non, avant, voilà, on se voyait assez. Et puis alors, eux aussi, ils ont vieilli. Donc, avant, on se voyait beaucoup, parce qu'on s'aidait les uns les autres. Mais bon, du coup, là, voilà, il n'y a plus rien à aider, hein, non plus. Hein. Alors, moi, je vais les aider de temps en temps, mais eux, ils ne m'aident plus, parce que, bon, il n'y a rien à faire. Donc, il n'y a rien à aider non plus. Et puis, ils sont un peu plus loin, donc, évidemment, je les vois moins. Et puis, je ne veux pas aller les embêter tout le temps. Moi, ils ont leur vie, hein, ils ont leur... Mais... ça n'arrange pas la solitude. Voilà. La peur de déranger? Oui, la peur de déranger. Ouais. Mais j'ai toujours été comme ça. Moi, j'essaye de me débrouiller toute seule. Mais même avant, quoi. Si je peux, voilà, si vraiment je ne peux plus faire autrement, je demande. Mais sinon, je ne demande rien. Et vous m'aviais parlé aussi de la difficulté d'aller au cimetière. Oui, j'allais au cimetière et en revenant, donc j'aurais aimé passer voir mes amis qui habitaient donc à côté de là où j'habitais avant. Et je ne pouvais pas parce que ça me rappelait trop de mauvais souvenirs, non, de bons souvenirs justement. Je revoyais ma maison, je revoyais tout ça, donc... Ça ne me le fait plus d'ailleurs, hein, de toute façon. Je peux y passer maintenant. Alors j'y passe moins parce que souvent quand je vais au cimetière, quand même, je pleure, quoi. Et je veux pas qu'ils le voient. J'aime pas trop me montrer en spectacle non plus. Parce que les gens, ils comprennent pas. Ils se disent, ça fait 2 ans maintenant, bon, c'est passé, quoi. C'est passé pour eux, bien sûr. Oui, les gens ne se rendent pas compte. C'est comme pour tout, il faut vivre les choses pour les comprendre. Parce que moi avant, j'étais comme ça aussi, hein. Quand je voyais quelqu'un... J'ai une amie qui avait perdu son mari. Au bout d'1 an, elle était pas bien et tout. Je disais, mais écoute, ça fait déjà 1 an, écoute... Et oui, mais là, je m'aperçois que je suis comme elle. Non, il faut le vivre. Hein. Toutes choses, il faut les vivre pour les comprendre, hein, c'est sûr. Mais les gens, pour eux, la vie continue. Donc, bien sûr, c'est normal. Hein, c'est normal.
leur vie continue, et puis voilà, pour eux, c'est du passé, c'est fini, c'est passé, ça fait déjà 2 ans, ou je sais pas combien. Voilà, on passe à autre chose. Hein. Ils ne me voient plus de la même façon. Je pense qu'ils ne me voient plus avec lui. Ils me voient toute seule, quoi. Puis comme je montre pas non plus que je suis que quand ça va pas ou un truc comme ça, quand je vais chez eux, moi je rigole, bon, on joue aux cartes, on s'amuse, voilà, c'est tout à fait normal, quoi. Mais voilà, quand je m'en vais, c'est pas pareil. Donc ils se disent, elle va bien. Mais bon, ça va mieux donc. Ne nous plaignons pas. Avez-vous trouvé certaines ressources ou soutiens particulièrement utiles durant cette période? Ma belle-fille. Mais bon, après, elle a son deuil à faire aussi, elle, hein, bien sûr. Mais elle comprend. Je crois que c'est la seule qui comprend. Mais c'est la seule à qui je parle aussi. Elle, je lui dis quand ça va pas, hein, donc... Sinon, les autres, peut-être que si je leur disais, ils comprendraient, j'en sais rien. Il y a votre meilleure amie aussi. Oui. En Belgique. Oui, ça, ma meilleure amie, elle comprend tout, puis je peux tout lui dire, quoi. Tout. On se connaît depuis qu'on a même pas 20 ans. Hein. Donc, en plus, elle connaît la même chose, parce qu'elle est veuve aussi. Et là, elle me dit, tu vois, tout ce que tu me disais, de prendre sur moi, de faire ci, de faire ça, elle dit, tu vois, maintenant, comme c'est facile. Elle voit bien que c'est pas... Voilà. Mais c'est vrai qu'elle, c'est vraiment un soutien, quoi. Mais c'est bon, je peux pas la voir, quoi. Elle est trop loin. Ouais, bon. Et quelles ont été les premières étapes que vous avez entreprises pour faire face à votre deuil? Ben, j'ai rien fait du tout. Je me suis dit, ça passera, quoi. Je me dis, à un moment donné, ça va passer, ça ira mieux, quoi. Mais je m'apercevais que ça allait pas mieux du tout. Donc je suis allé voir le médecin, bien sûr, qui voulait me donner des médicaments, des tas de trucs que j'ai pas voulu prendre, parce que je suis pas malade, quoi. J'ai du chagrin, c'est pas pareil. C'est pas une maladie d'avoir du chagrin. Je suis pas dépressive, j'ai pas des idées de suicide, j'ai pas des trucs comme ça, donc c'est pas ça. Alors, c'est pas un médicament, ça va rien changer, rien du tout. Hein. Et bon, puis c'est là que je me suis dit, il faut que je trouve une solution, que je trouve peut-être quelqu'un à aller voir, quoi. Hein. Et voilà. C'est là que j'ai pensé à vous. Je me suis dit, pourquoi pas? On peut toujours essayer. C'est vrai que la MBCT, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, vous ne connaissiez pas? Pas du tout. Alors j'en ai parlé à ma belle-fille. Elle connaît, elle a fait ça, elle m'a dit, écoute, tu devrais essayer, c'est vraiment bien, quoi. Hein, essaye. Alors c'est là que je me suis décidée, j'ai dit que si on n'essaye rien, on ne peut pas y arriver. Hein. Et voilà, c'est ça qui m'a décidé à venir vous voir. Et la MBCT a été un choix donc important pour vous? Oui. Et pouvez-vous nous parler de ce qu'elle représente pour vous et comment elle vous a aidé à traverser ces moments de chagrin et d'anxiété? C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, bon, c'est pas terrible. Mais j'ai senti tout de suite que ça m'intéressait, que j'accrochais. Vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai tout de suite senti que ça pouvait me faire du bien. Alors voilà, donc je suis rentrée dedans tout de suite. Ça m'a plu. Voilà, ça m'a vraiment plu. Et effectivement, j'ai tout de suite eu envie de continuer. Voilà, c'était bien, j'ai trouvé que c'était bien. Voilà. Et vous n'aviez jamais fait de thérapie de votre vie? Non, j'ai jamais fait de thérapie avant, jamais. J'ai jamais eu besoin de ça, quoi. Donc la méditation de pleine conscience, vous connaissiez? La méditation de pleine conscience, je ne connaissais pas. Je connaissais rien, quoi, finalement, de tout ça. Enfin, j'en avais entendu parler, hein. Mais je me suis dit, bon, ça c'est un truc de... ça, on voit souvent à la télé des gens qui méditent, des machins. Mais je ne savais pas ce que c'était vraiment. Non, je ne savais pas. Et quel changement avez-vous remarqué
en vous depuis que vous avez commencé cette thérapie, ce protocole MBCT? Plein de changements. Plein. Déjà, le plaisir de le faire. Je prends plaisir à méditer. Est-ce que je me sentais pas capable, parce que c'est quand même, il faut quand même rester immobile, tranquille, machin, et c'est pas mon truc du tout au départ. Hein. Moi, il faut que ça bouge. Et là, je prends vraiment, vraiment plaisir à le faire. Ça me fait du bien. Je le sens tout de suite, ça me fait du bien. Alors voilà, donc on continue quand ça fait quelque chose qui fait du bien, hein, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez appris pendant cette thérapie? Parce que c'est basé sur la méditation, mais pas que, vous avez appris... J'ai du mal à expliquer. C'est difficile à expliquer ce que ça fait. Ça vous fait prendre conscience d'un tas de choses. Oui, ça vous fait prendre conscience. Je ne sais pas comment expliquer ça. Même la marche en pleine conscience, quand je vais marcher. Avant, je marchais. Maintenant, non. Quand je marche, je regarde comment mon corps fonctionne, comment tout fonctionne, mon esprit et tout. Et voilà, je ne le faisais pas avant. Et j'ai l'impression que c'est mieux. Et vous avez appris à observer vos pensées? Oui, oui. Oui, j'ai appris à observer mes pensées. Oui, oui. C'est tout à fait ça. Et aller... je fais souvent la méditation, les feuilles. Ça, je le fais souvent. Hein, et c'est vrai que... Vous vous rappelez, au début, je vous disais... quand je fais les feuilles, là, ça me fait tout de suite monter les larmes et tout, parce que ça me rappelle d'avant et tout. Ça ne me le fait plus. Maintenant, on dirait que j'arrive à évacuer, avec cette feuille-là, j'arrive à évacuer tout ce qui est mauvais. Ça part, quoi. Ça part dans la rivière. Par contre, il faut que je marque dessus. Je marque sur la feuille l'état dans lequel je suis au moment où je le fais. Par exemple, si je suis triste ou pas, ou je sais pas quoi, mais il faut que je le marque sur la feuille. Je le marque sur la feuille et ça disparaît. Voilà, ça s'en va. Voilà, c'est un truc... c'est vraiment génial. C'est vraiment, vraiment bien. Je prends conscience des choses. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, vous faites les choses comme ça, hein, vous faites attention à rien, vous faites ci, vous faites ça. Mais là, non. Là, vous êtes dans ce que vous faites, quoi. C'est vraiment... c'est spécial. En pleine conscience. En pleine conscience, voilà. Quoi que vous fassiez, c'est en pleine conscience. Et pas en pilotage. Non, voilà, c'est ça. Automatique. Exactement. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. On se rend compte de ce qu'on fait. Que sinon, non, voilà, quand vous vivez normalement, vous faites pas attention à ce que vous faites, quoi. Vous mangez, vous vous lavez, vous faites ci, mais là, non, il faut... D'être présent à sa vie. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Et dans votre quotidien, alors aujourd'hui, vous le vivez comment? Beaucoup mieux. Comment vous sentez? Ah, beaucoup mieux. J'ai envie de faire des choses. J'avais plus envie du tout. De rien faire, quoi, de rien du tout. Là, non, là, je me lève. Avant, quand j'avais mon mari, je me couchais le soir et je faisais mon petit programme pour le lendemain. Et là, ça revient. Et je vais me coucher le soir et je me dis, tiens, demain, demain, je vais faire ça. Et voilà, ça, c'est un truc, c'est récent aussi. C'était plus du tout dans mes trucs. C'était plutôt, je me lève, encore une journée de merde, hein, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, alors que c'est plus le cas. Non. Je sais pas, là, j'ai fait de la peinture, j'ai fait des trucs chez moi. J'ai hâte que le printemps arrive pour refaire du jardin, pour aller marcher un peu plus loin, voilà, pour m'occuper, quoi. Voir beaucoup plus mes amis, ça oui, je vais beaucoup plus les voir. Et avant, même aller les voir avant, je me disais, bon. Et maintenant, oui, franchement, j'y vais avec plaisir. J'ai même appris à jouer aux cartes, ce que je faisais jamais avant. J'ai appris à jouer aux cartes pour être avec eux, pour être bien, quoi.
Ce que je faisais pas là, ça faisait pendant 2 ans, non, je suis restée terrée dans mon truc. J'ai repris des trucs que j'aimais bien faire avant, que je ne faisais plus, tellement que ça me faisait mal, quoi. Hein. Et là, je reprends, comme mes puzzles et tout ça, franchement, c'est redevenu le même plaisir qu'avant. Pareil. Après, l'animal, c'est plus compliqué. Parce que c'est pas que j'ai pas envie, hein, loin de là. Hein, si je m'écoutais, j'en prendrais plein. Mais voilà, c'est le problème, c'est que si j'ai un problème, voilà, à quoi en faire de ces animaux-là? Qui c'est qui va s'en occuper? Personne. Donc ça me fait réfléchir, quoi. Mais pas parce que j'ai pas envie, hein. Attention. Pas parce que j'ai pas envie, c'est parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose et puis qu'il n'y a personne pour s'en occuper du chien. Où c'est qu'il va aller, ce chien? S'il m'arrive quelque chose. Hein, c'est pas une poule, hein. Une poule, le voisin, il lui donnait à manger, mais un chien, voilà, c'est problématique, quoi. Mais franchement, j'aurais envie. Ça, oui. J'aurais vraiment envie. Bon, je vais peut-être prendre une tortue, c'est moins embêtant. Vous aviez aussi l'intention de prendre des cours d'informatique? Oui, mais ça c'est pareil. Ouais. Je voulais prendre des cours d'informatique, mais ça, c'est une nécessité plutôt qu'une envie. Hein. Voilà, je sens qu'il faudrait que je le fasse, parce qu'il faut le faire. Mais là, l'envie y est beaucoup moins. Hein. Ça, je reconnais. Hein. Parce que j'aime pas ça. Et quand on n'aime pas quelque chose, c'est compliqué. Et on retient pas quand on n'aime pas, en plus. J'ai l'impression qu'on va m'expliquer que je vais rien comprendre de toute façon, ou que je vais pas retenir. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui vienne à domicile. Vous voyez, quelqu'un qui... Et là, oui, là, peut-être que ça marcherait, parce que je marquerais tout. Mais des trucs de groupe et tout ça, là, où... Je cherche pas une vie compliquée, moi, finalement. Hein. Voilà, moi, je suis bien chez moi. Je vais voir mes amis de temps en temps, quand j'ai envie... J'ai pas des grandes envies, vous savez, j'ai pas envie de voyager, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de là. J'ai juste envie d'être bien chez moi, d'être bien, quoi, tout simplement, avec mes 3 animaux qui me restent, et voilà. C'est pas des grandes ambitions. Et quelle a été la chose la plus surprenante que vous avez apprise sur vous-même pendant ce processus, pendant cette thérapie? Que j'étais capable que j'étais capable de méditer, de rester comme ça pendant, par exemple, une demi-heure. Et jamais j'aurais pensé être capable de faire ça. Jamais. Hyperactif comme je suis, non, c'était pas possible. Et alors que là, ça me... c'est difficile à expliquer, mais ça fait un bien fou, quoi. Ça fait vraiment du bien. On se sent, je sais pas... D'ailleurs, quand je le fais pas pour une raison X, parce que j'ai du monde le matin ou l'après-midi ou je sais pas quoi, hein, ça me manque, il me manque quelque chose. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose dans ma journée. Alors, je me lève le matin, bon, je déjeune, tout ça, et je fais ma méditation. Ça, c'est la première chose que je fais le matin, et après, je vais marcher. Voilà. Une demi-heure, et une demi-heure, 3/4 d'heure de marche. Ça, c'est tous les matins. J'ai l'impression que si je fais pas ça maintenant, il me manque quelque chose. D'ailleurs, quand je vais faire mes courses, je me dis, mince, tiens, c'est bizarre. Mais voilà, donc je le fais l'après-midi. Hein, je le fais l'après-midi. Mais c'est devenu vraiment une... Si je le fais pas, ça me manque. C'est drôle, hein. Je pensais jamais à ça, jamais j'aurais pensé ça. Que je sois capable, moi, de m'installer là et de... Non, jamais. Et la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, je la fais le matin avant la méditation et avant de manger à midi. Voilà. Mais c'est vrai que je ne la fais plus le soir. C'est peut-être tout simplement parce que je suis fatiguée, j'en sais pas. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose qui est important pour vous? Chacun vit son deuil différemment, hein, je suppose, je sais pas. Hein. Mais moi, je sais que là, depuis ces dernières semaines, hein,
Je voudrais que les gens comprennent qu'à un moment donné, ça va aller mieux. C'est sûr. Même si ça va pas bien tout de suite, mais ça ira de mieux en mieux, j'en suis certaine. Les mois vont passer, les années vont passer, et ça ira mieux. C'est obligé. C'est un premier pas vers le mieux. Et voilà. Et moi, j'ai franchi ce premier pas vraiment. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut essayer, parce que les résultats sont vraiment, enfin je sais pas, pour moi c'est excellent quoi. Je regrette pas une seconde d'avoir fait ça, pas une seconde. Ça m'a aidé, mais à un point vous pouvez même pas savoir. Ça peut aider plein de gens, plein. Moi jamais j'aurais pensé que ça m'aiderait quoi, jamais. Moi je suis contente parce que ça a changé ma vie, tout simplement. Ça a changé ma vie depuis ces dernières semaines. C'est complètement. Donc, je suis contente. Et y a-t-il des rituels ou des traditions que vous maintenez en mémoire de votre mari ? J'essaye d'évacuer tout ce qui peut m'amener du chagrin. Vous savez ? Il y a certaines musiques, par exemple. Je sais que si je mets, par exemple, une certaine musique, ça va raviver tout. Donc, je le fais pas. Voilà, c'est pas la peine d'en rajouter. Hein. Mais j'aimerais bien qu'un jour, certainement qu'un jour, je pourrais mettre la musique et que ça ira. J'en suis persuadée, quoi. Hein. Il faut un peu de temps, il faut encore un peu de temps, certainement. Mais j'essaye quand même d'éviter, voilà. Chantal, on arrive à terme de l'interview. Alors, comment cette expérience a-t-elle influencé votre vision de la vie et de la mort ? Alors, la mort, franchement, je peux pas dire que j'ai peur de la mort. J'ai pas peur de la mort. Surtout maintenant, parce que, bon, j'irai retrouver mon mari, ce sera bien. Mais, disons qu'avant, j'avais peur de mourir parce que j'avais peur de ne plus être là pour lui. Que maintenant, comme il n'est plus là, je suis là pour personne, quoi, à part pour mon chat. Voilà, c'est la seule chose qui me tracasse, c'est mon chat. Mais sinon, voilà. Mais sinon, par rapport à la mort, je ne sais pas si ça a changé grand-chose. Mais je crois plus maintenant aux signes qu'il m'envoie, mon mari. Vous savez, vous vous rappelez, on a parlé de ça une fois, j'ai l'impression que... c'est bête, peut-être, je sais pas. J'ai l'impression qu'il m'envoie quand même des signes, parce qu'il est toujours là au bon moment. Quand j'ai un problème, ça se résout, et je me laisse à penser que c'est lui qui résout le truc, qui m'aide, quoi. Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas, mais voilà, ça me fait plaisir d'y penser de toute façon. Ça me fait du bien d'y penser. Il est là, il est pas loin, il est là, il m'aide. Il me laisse pas tomber. Merci Chantal. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce premier épisode vous a plu, abonnez-vous à Écho de vie. Et si vous souhaitez adresser un message à Chantal, sachez que plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez laisser votre message dans les commentaires de cet épisode ou bien lui écrire directement via l'adresse email d'Écho de vie que vous trouverez dans la description de notre podcast. Je suis Nathalie Monvoisin-Manant et c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Prenez soin de vous.